ce prochain 30 minutes de l'émission Parole populaire. On se rappellera la présence de Vidéomonde dans le domaine des communications. Précisément, son rôle de support et d'appui dans le conflit qui a éclaté en 77, en janvier dernier, 77, à CJRS. Après un an de grève, le conflit persiste entre CJRS Sherbrooke, CJTR Trois-Rivières, CJRP Québec et CJMS Montréal et, bien sûr, les propriétaires de Radio Mutuelle. Cette fois, le gâteau d'anniversaire après un an de grève n'est pas reluisant et ne s'est pas partagé dans une atmosphère de fête. Quelques chandelles laissent en veilleuse des questions cruciales sur une situation des plus alarmantes. Notamment, comment expliquer que CJRS et les autres postes fonctionnent, opèrent, diffusent les émissions, malgré que les travailleurs sont en grève? Comment expliquer qu'il n'y a aucune convention collective de signer depuis si longtemps? Est-ce qu'il y a eu des tentatives de négociation? Le médiateur Doucette, dans le dossier, quel était son rôle et pourquoi a-t-il démissionné après seulement quelques semaines? Pour un radiodiffuseur, quelle est l'importance d'un commanditaire? Bref, qu'est-ce que les bons gars veulent? Et pourquoi livrent-ils bataille si durement depuis un an? Nous allons rencontrer quelques grévistes pour répondre à ces questions importantes. Guy Cardinal, l'animateur du matin, oui. Gréviste depuis un an. Oui, plus. O'Neill Pro, nouvelliste reporter et président du syndicat des employés de CJRS. C'est moi. Christiane Allaire, script, gréviste depuis un an aussi. C'est ça. Et Paul Tremblay, nouvelliste reporter, en grève aussi depuis un an. C'est bien ça. Alors, je demanderais à Guy comment expliquer le fait que CJRS est toujours en onde, malgré que ses employés sont en grève depuis un an. Une petite comparaison qu'on pourra faire tout de suite, qui serait bien simple pour montrer comment ça se fait. Je ne veux pas souhaiter de malchance à personne, mais supposons que la compagnie Launaise, demain matin, tombe en grève. La compagnie fermerait parce que le patron, avec ses cadres, n'est pas en possibilité de faire fonctionner Launaise parce qu'il y a trop d'appareils à faire fonctionner. Mais chez nous, c'est différent. Notre produit, c'est de l'air, c'est du vent. Alors, 2-3 personnes peuvent suffire à la tâche amplement et tout va fonctionner comme d'habitude. Et contrairement chez Launaise, là, à CJRS, oui. Qui fait fonctionner la station? Qui? Bien, tout d'abord, en premier lieu, la plus grosse partie, c'est Montréal. Il y a un studio principal du réseau Radio Mutuelle qui est à Montréal, qui alimente actuellement tous les postes en grève, parce que c'est pas seulement Sherbrooke qui est impliqué là-dedans. Et disons, la nuit, ça vient de Montréal. Le matin, il y a un gars qui s'appelle Jean-Luc Mongrain, qui est le directeur des nouvelles, qui s'est improvisé animateur à ma place. Ensuite, il y a Robert de Courcelles, qui, en fait, était mon patron direct avant la grève. Robert de Courcelles est directeur des programmes. Depuis quelque temps, il y a une émission de réseau qui débute à 11h30 et ensuite il y a Radio Sexe. Enfin, de 11h30 à 2h, Sherbrooke, il n'y a rien. Ça vient tout de Montréal encore. L'après-midi, c'est un vendeur de publicité qui s'est improvisé le matin de la grève, annonceur. Alors, Michel Poulain fait de l'animation l'après-midi et quand il a terminé vers les 6h, je pense, ça revient encore de Montréal jusqu'à 6h le lendemain matin. Ça veut dire que depuis un an, là, les personnes qui avaient des fonctions différentes de ce que vous faisiez avant opèrent la station depuis un an. Oui. Puis ensuite, cette station-là est alimentée par le réseau là, directement de Montréal. Oui. Est-ce qu'on peut appeler ces personnes... Est-ce que ces personnes-là font office de SCAB à l'intérieur de la station? Oui. On peut les considérer effectivement comme SCAB puisque ces personnes prennent le travail de, par exemple, Guy Cardinal qui est gréviste avec nous depuis un an, ou encore moi qui est nouvelliste, ou tous les animateurs qui sont là habituellement, ou les nouvellistes. Alors, de ce côté-là, on peut les considérer comme SCAB dans le vrai sens du mot. Malheureusement, au sens de la loi, si vous aviez à défendre ce point de vue-là, j'imagine que ce ne serait pas retenu compte tenu que SCAB, au sens du Code du travail ou de la loi, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Mais dans les faits, les personnes remplissent des fonctions pour lesquelles elles n'ont pas été engagées, c'est ça? Ce serait probablement une décision gouvernementale. Puis, Chose certaine, si ces personnes-là ne travaillaient pas à notre place en ce moment, ben,
peut-être qu'on ne serait pas encore ici. Quelles sont les relations entre le personnel en grève puis le personnel qui travaille à l'intérieur depuis un an? Comment ça se passe? C'est assez froid. Il n'y a pas de relation. Disons que ces personnes-là, imaginez un peu le contexte. C'était des personnes qui travaillaient avec nous, soit du côté qui étaient nos supérieurs comme tels, ou encore qui étaient vendeurs de publicité, quelque chose du genre. Puis maintenant, ils prennent le travail des grévistes, ce qui fait que les relations sont complètement coupées, même voire même des relations... pas de la haine comme telle, si vous voulez, mais tout près. Depuis un an, là, quelle a été l'attitude de l'employeur aussi là, face aux grévistes? Est-ce qu'il y a eu des tentatives pour contrecarrer vos plans, soit le piquetage, soit autre chose? C'est-tu passé des affaires? C'est surtout l'appareil judiciaire qui fonctionne. Du côté de l'employeur, via ou versus des injonctions, des poursuites en cours sous différents motifs, par exemple participation à une grève illégale. Il y a 2 injonctions également contre les grévistes, ce qui fait qu'il y a des poursuites d'entamées de ce côté-là aussi. Quelle est la portée d'une injonction? Ça dit quoi, ça, une injonction? Ben, le genre d'injonction qu'on a, il y en a une qui nous empêche d'empêcher qui que ce soit d'entrer et de sortir de la station. Il y en a une autre qui nous empêche de s'amener chez les commanditaires pour faire du piquetage ou encore parler aux clients ou encore au gérant du commanditaire qui annonce à Radio Mutuelle. Quel est le rôle du commanditaire dans une station radiophonique? Puis pourquoi on fait appel au commanditaire pour boycotter? Quelle est sa place au commanditaire dans une station radiophonique? C'est lui qui, économiquement, alimente CJRS. C'est lui qui lui fait faire de l'argent à CJRS via la publicité toujours. En annonçant, par exemple, quand eux annoncent à CJRS, ils leur donnent un montant fixe pour faire de la publicité, ce qui permet à Radio Mutuelle d'opérer. C'est le principal revenu d'une station de radio, la publicité. Depuis un an, est-ce que vous avez eu l'appui de la population d'une quelconque façon, soit pour boycotter certains commanditaires, soit des appuis directs qui étaient manifestés là, envers les grévistes? On a eu l'appui beaucoup des syndiqués de la région et naturellement des gens qui étaient solidaires à notre cause, qui n'étaient pas nécessairement des syndiqués non plus. Même de plusieurs commanditaires aussi qui depuis le début, n'annoncent pas à CJRS, étant donné le contexte. C'est pas de prendre position, mais c'est de rester neutre pour pas que ça s'éternise inutilement. C'est pas parce qu'une personne, un commanditaire, n'annonce pas à CJRS qu'il est pour les grévistes. C'est tout simplement respecter une ligne de piquetage dressée par 30 personnes depuis un an. On parle de l'appui du public aussi. Il y a les codes d'écoute qui ont dangereusement baissé à plusieurs reprises au poste à cause de la grève. Ça fait quoi, ça, les codes d'écoute pour un Ça dit radiodiffuseur? qui écoute le poste, et à partir de ça, les compagnies fixent leur choix pour acheter la publicité. Alors on va où c'est le plus économiquement acheté. En fait, plus il y a d'auditeurs, moins ça coûte cher. Paul Tremblay, on t'a présenté tantôt comme négociateur. Est-ce que tu peux nous dire, depuis un an, qu'est-ce qu'il y a eu comme tentative de négociation ou de rencontre? Bien, en fait, pour ce faire, je pense qu'il faut tout d'abord rappeler à tous les gens que ça fait tout de même plus d'un an maintenant que nous sommes en grève. Et c'est seulement après 4 mois de grève que nous avons eu une première rencontre avec la partie patronale. Mais c'était, selon ce que la partie patronale a dénommé, une rencontre préliminaire, en fait, une rencontre d'information. Ça s'est déroulé au mois de mai 1977. À ce moment-là, la partie syndicale a présenté un projet de convention. Alors, au cours des 4 jours qui ont suivi, nous avons expliqué à la partie patronale chacune des clauses, une par une, le but des clauses et ainsi de suite. Ça a été par la suite en juillet seulement, avant qu'il y ait d'autres rencontres. Et au cours du mois de juillet, le patron a déposé une contre-offre, je dois préciser, pour CJMS seulement, soit la radio de Montréal. Maintenant, bien sûr, nous avons été déçus à ce moment-là, pour la simple raison qu'on s'attendait à des contre-offres pour tous les postes. Mais par contre, c'est la raison pour laquelle, qu'au cours de l'été, il n'y a eu aucune négociation.
dans le sens que nous, du côté syndical, nous avons posé 3 prérequis. Un prérequis qui n'en était pas un, soit les paies de vacances, parce qu'on sait que légalement, l'employeur est forcé de payer les paies de vacances. Il y a aussi eu on demandait également une contre-offre pour chacun des postes, soit les postes qui font partie du Front commun, soit CJRP Québec, CJTR Trois-Rivières, CJRS Sherbrooke et CGMS, c'était déjà fait. Ensuite, on a demandé le rejet des appels en accréditation parce qu'on sait que le patron a été en appel devant les accréditations de CGMS, Radiodiffusion Mutuelle et CJTR. D'ailleurs, en cours de route, nous avons gagné ces appels, mais à l'époque, c'était superflu pour nous de négocier, étant donné que même si on avait signé une convention collective, le patron aurait pu dire ces conventions ne sont pas valides, étant donné que les accréditations ont été rejetées. Mais ça n'a pas été le cas, nous avons eu gain de cause malgré tout. Maintenant, vers le mois d'octobre, nous avons fait appel à un médiateur devant l'obstination de la partie patronale à ne pas négocier. Alors, c'est M. Roland Doucet qui a été nommé médiateur spécial. Quel est le rôle d'un médiateur à l'intérieur d'un conflit de travail de cette importance-là? Bon, voici. Le travail que le médiateur a fait, ça a été surtout un travail de conciliateur, dans le sens qu'il a essayé de rapprocher les parties. Alors qu'on sait que normalement, le médiateur spécial est censé avoir des pouvoirs pour forcer les parties à négocier. Ce que le médiateur, semble dire qu'il n'a pas utilisé ses pouvoirs. Pas du tout. Il a essayé de sauver le chou de la carotte. À peu près. Quelle conclusion est-ce que le médiateur Doucet a tiré du conflit? Ben, en fait, il faut se dire qu'il a essayé de rapprocher les parties, donc il a fait le travail du conciliateur. Il n'a pas utilisé ses pouvoirs, comme je le disais. Maintenant, il devait, le 5 janvier, nous présenter un document de travail qui aurait pu servir à un règlement. Il ne l'a pas fait. On se pose toujours la question pourquoi. Il nous a fait parvenir à la place une lettre mentionnant que devant l'écart qui séparait les deux parties, qu'il se voyait dans l'impossibilité de présenter un document de travail sur lequel on aurait pu négocier. Mais par la suite, au cours du mois de janvier, nous avons mis la main sur un document confidentiel. C'était le médiateur Roland Doucet qui faisait rapport au ministre Monroe. Ministre du Travail du gouvernement fédéral. Exactement. Et dans ce rapport, ça disait clairement que la partie patronale était de mauvaise foi dans la médiation. Alors, depuis ce temps, on s'attendait du moins à ce que le ministre Monroe dénonce publiquement la mauvaise foi de Radio Mutuelle, ce qui n'a pas été fait. On se demande encore pourquoi. Comme bilan rapide des négociations au cours de l'année 77, ce que je peux vous dire, en ayant été présent à la table des négociations en tout temps, c'est qu'il n'y en a pas eu de véritable négociation. Est-ce que l'employeur a toujours manifesté sa mauvaise foi ou une mauvaise volonté de négocier avec le Front commun, parce que c'est une négociation de Front commun, c'est ça? Disons qu'à chaque fois qu'il y a eu des rencontres, le patron s'est présenté pour sauver la face. Mais il n'y a jamais eu de véritable négociation comme telle. C'est un peu un prétexte, ça, de l'employeur de ne pas vouloir négocier un front commun, parce qu'il y a des expériences concluantes qui ont été faites de ce côté-là, à savoir, par exemple, le CJRP Québec. Depuis 1975 qu'ils essaient de négocier une convention collective, puis sont au même point que nous. Ils ont essayé tout seuls de négocier une convention collective. Ça n'a jamais fonctionné. Il y a eu toutes sortes d'obstacles qui ont été amenés par l'employeur, ce qui fait que c'est une mauvaise couverture que l'employeur donne, ça, de ne pas vouloir négocier un front commun. Je demanderais à la population ou au public en général, comme pour te supporter votre grève. Je peux pas leur dire de boycotter CJRS parce que je vais faire un outrage au tribunal. Mais quel appui vous demandez à la population? Bien, il pourrait tout de bien demander justement à la compagnie de bien vouloir régler le problème. Parce que ça traîne en longueur et c'est vraiment inutile de faire durer ça pendant des mois et des mois. Tout le monde y paye. Puis que les gens y pensent un peu qu'on est en conflit, ça fait 1 an. Puis qu'on ne demande pas mer et monde, on demande seulement une convention collective, ce qui se donne dans le milieu. Qui pensent à ça un petit peu, puis du fait même, vont s'apercevoir que l'employeur est vraiment de mauvaise foi. Un conflit de travail implique toujours plusieurs parties en cause. Les travailleurs, la partie patronale, les syndicats, sans parler des instances administratives gouvernementales. Bon. Par exemple, une question. Qui administre le Code du travail canadien? Comment est-ce que c'est géré? Où sont ses faiblesses? Comment est-ce que les faiblesses avantagent la partie patronale versus la partie syndicale? La Fédération nationale des communications, elle, dans tout ça, quel est son rôle? Pour répondre à quelques-unes de ces questions, nous avons avec nous un gréviste de CGRS qui, en plus, milite à l'intérieur des structures syndicales. Donald Coutu, gréviste à CGRS, ex-animateur radio.
en plus directeur à l'exécutif du Conseil central à Sherbrooke. Exactement. Allô? Donald, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste le rôle de la Fédération nationale des communications dans le présent conflit de travail à CGRS? Bon, il faut peut-être que j'explique les différentes instances dans le syndicalisme rapidement pour pouvoir faire comprendre le rôle de la Fédération nationale des communications. Nous autres, de la radio, étant dans les communications, comme tous les autres syndicats qui sont dans les communications, sont affiliés à la Fédération nationale des communications qui regroupe tout ce monde-là. Par la suite, on est affilié au Conseil central de la région, soit ici Sherbrooke, et puis par la suite à la CSN. Alors la Fédération, le rôle de la Fédération nationale des communications, c'est d'assurer les services de négociation, application des conventions collectives, etc., etc. Dans le conflit, là, est-ce que la Fédération a entreprise des actions spécifiques? Oui, il y a eu des tentatives de négociation, des tentatives de rencontre avec les patrons à Montréal, auprès de Donna Baginet, qui est le président de Radio Mutuelle. Est-ce que ça c'était avant la grève? Oui, ça a été fait quelques jours avant la grève. Et puis le but de cette rencontre était de faire réengager les gens qui avaient foutu à la porte pour activité syndicale. Et puis ça avait aussi pour but de demander ou de faire cesser toute forme de harcèlement auprès de l'unité syndicale. Et depuis un an là, de grève, qu'est-ce que la Fédération nationale a fait pour les grévistes? Bien, il y a eu la préparation d'une convention collective, il y a eu des tentatives de négociation, il y a eu des demandes faites à l'Union des artistes pour qu'elle cesse de franchir les lignes de piquetage. Parce que l'Union des artistes est quand même un syndicat. Est-ce que par le fait même, on n'essayait pas d'avoir un genre de protocole de solidarité? Exactement. Exactement. Genre de solidarité syndicale, finalement? Exactement. Maintenant, aussi dans le conflit, on voit le nom là, du Conseil canadien des relations de travail. Oui, lui, il voit appliquer les différentes procédures ou les différentes choses qu'il y a dans le Code canadien. Mm-hmm. Dans votre cas, au niveau des demandes en accréditation, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Des difficultés à proprement dit, là, non. Il y a eu des lenteurs, des longueurs. Parce que, voyez-vous, on a déposé notre demande d'accréditation syndicale au mois d'octobre, fin d'octobre, puis on l'a obtenue peu de temps après le début du conflit, c'est-à-dire vers le 26, 27, on est tombé en grève le 26, 27, 28. Janvier 77. Ça veut dire que de octobre à janvier, ça laissait plein de temps, ça, exemple, à l'employeur, là, pour briser ou essayer de casser le syndicat. Exactement, oui. Puis quel genre de manœuvre est-ce que... Harcèlement, mise à pied, il y en a eu 3 chez nous. Puis ces 3 mises à pied, ça a été prouvé par la suite devant le Conseil canadien des relations de travail que c'était des mises à pied pour des raisons syndicales. C'était illégal. Et puis des moyens de pression divers. Nous savons maintenant que les travailleurs en communication relèvent des instances gouvernementales fédérales. Comment maintenant expliquer que le gouvernement fédéral, via ses agences administratives, continue de donner des contrats de commandite au réseau de Radio Mutuelle? Comment se fait-il que le ministre du Travail, John Munro, refuse d'intervenir personnellement dans le conflit? En quoi consiste le suspense de la fameuse loi C8? Nous allons, pour poser ces questions, rencontrer un représentant du gouvernement fédéral. Monsieur Irénée Pelletier, député fédéral de Sherbrooke. Monsieur Pelletier, bonjour. En tant que député de Sherbrooke, sans doute êtes-vous au courant du conflit qui oppose les grévistes de CGRS et CGRS Limité? Eh oui, mademoiselle. Ça fait plus d'1 an maintenant que ce conflit-là existe. Et encore récemment, il y a eu une décision qui a été rendue par un arbitre qui a dénoncé l'attitude antisyndicale du patron. C'est connu devant le public à l'heure actuelle que cette compagnie-là a démontré très peu de bonne volonté
pour négocier un nouveau contrat avec ses employés. Et, mon Dieu, les stations continuent à opérer comme si rien n'était. La tribune du 7 février relatait une de vos interventions en Chambre auprès du ministre du Travail, John Munro. C'est exact. Est-ce qu'on peut savoir quelles questions vous avez posées au ministre? Bien, j'ai demandé au ministre parce que dans le préambule de ma question, je lui disais, écoutez, ça fait déjà 1 an que ce conflit-là existe. Est-ce que vous avez l'intention de vous servir d'autres moyens pour amener les 2 parties à négocier, y inclut bien sûr une loi qui est actuellement au feuilleton de la Chambre, le Bill C-8, qui permettrait au gouvernement fédéral d'imposer aux 2 parties un règlement, c'est-à-dire qu'un arbitre négocierait une première convention collective, parce qu'il faut dire qu'il n'y en a jamais eu avec ce patron-là, et elle sera exécutoire, c'est-à-dire que les 2 devront absolument accepter ce que dicterait l'arbitre à ce moment-là. Êtes-vous au courant, M. Pelletier, du rapport et des conclusions tirées par le médiateur Doucet dans le dossier? Bien, je ne suis pas au courant de toutes les recommandations, mais la recommandation la plus évidente, c'est que les 2 parties fassent des efforts pour en arriver à une conclusion, premièrement. Deuxièmement, dans l'appréciation générale de tout ce conflit-là, monsieur Doucet, de fait, dit, écoutez, il y a un patron ici qui ne veut véritablement pas négocier et a dénoncé son attitude. Alors, je pense que ce qui a été retenu aussi bien par la presse que par les syndiqués eux-mêmes, parce que il faut bien se dire que passer 1 an sans travail, c'est pas drôle. Monsieur Pelletier, vous semblez être assez au courant quand même de la mauvaise volonté que Radio Mutuelle a témoigné dans ce conflit de travail-là. Comment expliquer, entre autres, que le gouvernement fédéral encourage par le biais de commandites le réseau Radio Mutuelle, soit par des commandites des forces armées ou l'assurance chômage, qui en fait, ces commandites-là, brisent les lignes de piquetage? Quelle est l'attitude du gouvernement fédéral dans ça? C'est-à-dire brise les lignes de piquetage, je ne sais pas si on peut interpréter ça au sens strict de ce qu'est briser une ligne de piquetage, parce que briser une ligne de piquetage, d'après moi, c'est être là en corps et en âme, si on peut dire. Non, ce qui... moi aussi, ça me déçoit que le gouvernement fédéral continue, ni plus ni moins, d'encourager une station qui... Enfin, des stations ou un réseau qui ne semble pas, par l'attitude de ses dirigeants, ne semble pas démontrer une volonté de vouloir en arriver à un compromis et à une entente avec ses employés. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, M. Pelletier, d'avoir une certaine concertation de la part des représentants du gouvernement fédéral là-dessus? Bien sûr, il y aura une possibilité. Moi, écoutez, il y a 4 ou 5 endroits au niveau du Québec où vous avez ce conflit-là. Vous avez à Trois-Rivières, vous avez à Québec, vous avez à Montréal. Et je ne connais pas beaucoup d'autres députés qui sont intervenus dans ce conflit-là, enfin, qui ont essayé de sensibiliser tant soit peu les autorités gouvernementales. Et je pense que dans la région de Montréal, est-ce que les syndiqués, par exemple, sont allés voir tous les députés leur demandant une intervention? Je ne crois pas. Alors moi, j'ai fait tout ce que je pouvais au niveau local. J'ai rencontré à plusieurs reprises les représentants syndicaux. Je leur ai dit ce que j'étais prêt à faire. Je leur ai dit que j'étais prêt à intervenir en chambre, à poser des questions. Je crois que c'est la 3e ou 4e question que je pose depuis 6 ou 7 mois. Monsieur Pelletier, est-ce que vous croyez que seul le projet de loi c'est le projet de loi C8, pourra éventuellement régler le conflit de cette nature-là? Ou est-ce que c'est ça qu'on attend? Ou est-ce qu'on peut attendre ça pour Pâques? Je ne peux pas dire à quel moment ça pourrait arriver. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce projet de loi-là, s'il était à l'heure actuelle adopté, permettrait au gouvernement d'intervenir très rapidement. Est-ce que le ministre ne peut pas trancher? Non. Si le ministre le fait sans législation, c'est que c'est un précédent. Et après ça, tous les autres diront, bien, écoutez, vous avez déjà établi un précédent, il faut intervenir dans ce conflit-ci qui est à, je ne sais pas moi,
à Saint-Damien ou à Winnipeg ou à Vancouver ou à d'autres endroits du pays. Donc, vous êtes intervenu dans le conflit Radio Mutuel, il faut intervenir dans celui-ci. Alors, ça veut dire que pour les gars de Radio Mutuel, c'est encore long et la seule chance qu'on a peut-être pour eux autres, c'est de voir entrer en vigueur une loi qui forcera les deux parties à négocier. C'est-à-dire qu'il y a cette loi-là qui permettrait, si vous voulez parler de l'intervention du gouvernement, d'après moi, à part les bons offices du ministre et de faire pression auprès du patron et d'essayer de l'amener en essayant de le convaincre par des arguments humanitaires, puis ils n'ont pas eu l'air à comprendre depuis un an, alors j'imagine que ça ne marcherait pas. La seule façon pour le gouvernement d'avoir une action efficace serait de passer dans les meilleurs délais cette loi-là, qui lui permettrait d'imposer un règlement aux deux parties et de dire à celui qui trancherait la question, bon, ben voici, sur les normes ou les clauses salariales, etc., voici ce qui a été décidé, et le gouvernement dira aux deux parties, voilà ce qu'il faut adopter. L'histoire de Radio Mutuel, c'est l'histoire de l'entreprise qui met de côté le rôle social et culturel qu'elle se doit de jouer comme médium d'information et qui concentre ses efforts sur des profits énormes en jouant sur la naïveté du public, soit par l'entremise d'émissions plus souvent abrutissantes que divertissantes et par le biais des commanditaires qui peuvent vendre n'importe quoi à n'importe quel prix en autant que cela rapporte. Avant de conclure, il est important de souligner que dans le conflit présentement de Radio Mutuel, il s'agit pour l'Union des artistes de la 3e fois où elle est invitée à manifester une solidarité syndicale. On ne peut que déplorer la politique d'autruche de l'Union des artistes. Celle-ci, en se retranchant dans une position légaliste, respecte scrupuleusement l'injonction qui oblige les animateurs vedettes à franchir les lignes de piquage. Dans le présent document, nous avons invité M. Paradis, directeur de CJRS Limité, à venir participer à la réalisation de ce vidéo. M. Paradis a décliné l'invitation en nous référant à Montréal, soit M. Donald Bazinet, président de Radio Mutuel, où sous prétexte que toutes les opérations sont centrées à Montréal. Alors, nous avons laissé un message au bureau de M. Bazinet sans réponse. À la suite de cette émission, s'il vous arrive de vouloir manifester votre appui de quelque façon ou obtenir des informations supplémentaires sur la grève, téléphonez au local de grève 566-1939 ou encore au local de la CSN à Sherbrooke 563-6515. Local de grève 566-1939. CJRP, on vous salue, nos camarades de Québec. De l'esclavage, on n'en veut plus, on en a marre de vivre avec. On est pareil aux 5 doigts de la main. Les doigts fermés, vous le savez, ça fait un point réseau. CJTR, on vous salue, nos camarades de Trois-Rivières. La quétainerie, on n'en veut plus, à mort tous les commanditaires.